Bonjour à tous. Exceptionnellement, la Cité des Livres reçoit Jennifer Richard pour son roman Notre royaume n'est pas de ce monde, un roman publié chez Albin Michel. Le roman a été primé par l'association Aquaba Culture, initiatrice du prix Ivoire. Et le prix Ivoire, c'est un prix de littérature d'expression française. Bonjour Jennifer Richard. Bonjour et merci de me recevoir dans votre émission. Et bienvenue à Abidjan, comme on dit. Merci. Alors, comment ça s'est passé ce séjour? Ça s'est passé trop vite, donc forcément ça s'est très bien passé. Le départ approche et la tristesse grandit, donc c'est bon signe. Le plus important, c'est que vous soyez là et pour que nous parlions déjà de votre roman dans notre belle Cité des Livres. Alors, le lecteur ne peut imaginer un seul instant, en prenant ce roman qui fait 706 pages, il ne peut imaginer se retrouver dans un monde parallèle, donc dans votre fiction, dans votre imagination. Vous avez créé un certain nombre de personnages historiques sur 3 continents, l'Afrique, l'Europe, je vais dire les Amériques. Des personnages qui ont fait l'histoire sur ces différents continents et qui sont liés par une même histoire. Alors, pourquoi avoir choisi ces 3 continents, l'Afrique, l'Europe, les Amériques, alors que, bon, l'Afrique a également eu d'autres liens avec d'autres continents. C'est le cours de mes recherches qui m'a orientée. Vraiment, j'ai suivi un fil, même si j'ai toujours un plan précis avant d'écrire, mais là, j'ai quand même suivi le fil d'une narration avec des événements historiques que j'ai trouvés au cours de mes recherches. Et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une coïncidence chronologique et politique entre la colonisation de l'Afrique centrale, la ségrégation aux États-Unis et une accélération de l'enrichissement en Europe des banques, des assurances, au détriment des populations, des 3 populations qui subissent toutes un pouvoir économique et politique très fort. Alors, ce choix de création romanesque vous a certainement libéré, plutôt que d'écrire un essai, parce qu'il y a une abondante bibliographie qui vous a aidé à faire ce travail de création. Est-ce que vous auriez pu être à l'aise si c'était un essai que vous écriviez plutôt qu'un roman? J'aurais été bien sûr bridée par 2 choses. En particulier, quand vous écrivez un essai, chacune de vos assertions doit être étayée par une note de bas de page, une note de fin d'ouvrage, pour prouver ce que vous dites. Donc c'est quand même une lecture beaucoup plus lourde, c'est un autre exercice. D'autre part, le romancier peut s'amuser, là où l'historien, l'essayiste ne peut pas s'amuser en premier lieu. Moi, je peux créer des dialogues, je peux créer des situations et je peux créer des liens. Donc moi, je peux m'insérer dans l'histoire, je peux donc formuler mon opinion, bien sûr, qui se sent plus ou moins, selon que l'on connaît ou pas mes idées en abordant l'ouvrage, mais ce sont des intuitions que je démontre. Donc c'est un roman et néanmoins, tous les faits sont réels, tous les personnages sont réels. Donc je m'amuse à lier ces personnages qui cependant se sont vraiment rencontrés, ils sont tous liés par une même histoire. Donc ce n'est pas de la fantaisie, c'est juste une façon de créer du lien. Vous avez eu beaucoup de liberté à nous raconter, au regard de ce passé très lourd, un présent, mais nous projeter aussi dans un futur, à travers ces personnages qui nous racontent un peu de tout ce qu'ils ont vécu et qui ont eu pratiquement le même destin, pratiquement tous assassinés. On va en parler tout à l'heure. Est-ce que c'est beaucoup plus intéressant de parler du présent en évoquant un passé aussi lourd à travers une démarche romanesque? Le présent est une petite astuce. Pour tout vous dire, j'avais l'intention de faire 3 tomes, car en fait ce livre est la suite, qui se lit totalement indépendamment, mais c'est la suite d'un précédent ouvrage qui s'appelle Il est à toi ce beau pays. Oui, je dois préciser aussi que ça s'inscrit dans une trilogie. Exactement, sur l'impérialisme, et non sur la colonisation, car je m'adresse à tout le monde, et je pense qu'on peut creuser cette question. Mais en tout cas, je voulais faire 3 tomes, ou 4, et je me suis dit, bon,
ça va être compliqué. Ça va m'amener sur des années. C'est lourd à porter tous ces personnages. Donc j'ai trouvé une astuce pour que les personnages qui nous sont contemporains, qui sont les acteurs des indépendances des années 60, qui sont les acteurs de la mouvance pour les droits civiques aux États-Unis, qui sont les anarchistes, les syndicalistes en Europe, puissent s'exprimer et commenter ce qu'il se passe dans le récit narratif historique. Et donc ça crée en effet une certaine dose d'humour parce qu'il faut alléger le propos. On va en parler. Et voilà, il y a des personnages qu'on ne connaît pas forcément, mais ça permet une espèce de réunion des insurgés sur des questions politiques et sur en particulier la question de la révolution. Est-ce que finalement, est-ce que le passé ne nous aide pas à mieux raconter le présent? On ne peut pas raconter le présent sans connaître un peu le passé, non seulement pour connaître les erreurs qui ont été faites, essayer de ne pas les reproduire, mais aussi pour s'inspirer des figures, des totems politiques qui nous animent les uns les autres, avec des figures qu'on adore, des figures qu'on déteste, et des figures qui sont entre les deux, dont on peut s'inspirer pour certaines choses, pas pour d'autres. Donc c'est une source d'inspiration et d'espoir autant que de désespoir, le passé. Alors, la structure de votre roman en impose. Il y a un nombre incalculable de personnages historiques, on en parlait un peu tout à l'heure, de Lincoln à Samuel Doe, en passant par Sankara, Kabila, Jaurès. J'ai un faible pour Jaurès avec son recours constant au téléphone portable pour rechercher une précision sur Wikipédia. C'est tellement drôle. Alors, on imagine, vous en parliez un peu tout à l'heure, mais on imagine un gros effort de recherche documentaire. Je n'en veux pour preuve que l'abondante bibliographie à la fin du roman. Cette écriture vous a pris combien de temps? L'écriture de la trilogie sur l'impérialisme m'a pris en tout 5 ou 6 ans, mais tout était préparé en fait. Je n'ai pas écrit l'un après l'autre vraiment séparément puisque les recherches ont été faites pour les 3 ouvrages. Donc 5 ou 6 ans en recherchant tout, en faisant un plan précis avec la ligne de vie de chaque personnage, les événements à traiter chapitre par chapitre. Voilà, c'est recherche plus rédaction. Et puis ces personnages, on vit avec en fait. Moi j'ai découvert des figures que je ne connaissais pas ou très peu, voire dont je me méfiais. Dont je me méfiais énormément, comme Ernesto Guevara par exemple, qui pour moi était une figure... Il est très drôle aussi. Il est assez drôle et pour moi c'est une figure qu'on voit sur beaucoup de t-shirts. Et ses souvenirs avec Kabila. Voilà, mais très peu de personnes le savent. Ça crée des liens. En Europe, personne ne le sait. Je sais qu'ici, bien sûr, les gens sont beaucoup plus attentifs à tout ce qui s'est passé de manière importante contre l'impérialisme. Évidemment, en Europe, c'est une question qui est un peu passée sous le tapis. Pourquoi cette thématique-là? Pourquoi faire le choix de cette thématique-là? L'anti-impérialisme est vraiment une question qui me tient à cœur. Il y a 2 questions qui me tiennent à cœur. Vous lisez plus Le Monde que Le Figaro? Alors je lis Le Monde diplomatique, pour tout vous dire, et pas Le Monde qui pour moi est encore trop centriste et trop indulgent avec certaines formes d'impérialisme. Bon, voilà, ça reste entre nous. Mais l'impérialisme me tient vraiment à cœur parce que je viens des antipodes de la France. Moi, ma mère est de Guadeloupe, même si mon père est de Normandie. Le duché de Normandie est quand même tardivement intégré à la France, mais surtout, j'ai grandi dans les îles du Pacifique Sud. Moi, j'ai abordé la France vraiment par les antipodes. Donc, ça me tient à cœur de voir comment on construit un pays. Puis, j'ai découvert la francophonie. J'ai découvert tous les pays francophones et leur culture politique et littéraire. Et j'ai vraiment découvert ça au fil des recherches. Et je me suis dit, je ne peux pas ne pas partager avec un premier lectorat européen ce que j'ai découvert, de trésors, de pensées. Donc j'ai voulu mettre en avant, faire un hommage à toutes ces figures qui ne sont pas forcément toutes admirables en tout point, mais qui toutes se sont engagées dans un combat qui allait coûter leur vie. Et ils le savaient. Et ont donné un sens historique à leurs actions. Exact. Comment s'est fait votre premier contact avec l'Afrique? Le premier contact avec l'Afrique, je pense que c'est quand même la figure de Thomas Sankara, que exceptionnellement, par rapport à toutes les figures que je traite dans le livre, j'ai rencontré. Et ça se sent tôt. que vous avez un faible pour Thomas Sankara. J'ai un grand faible pour Thomas Sankara. Je dois vous avouer que
la prestance physique de la personne a joué quand j'étais adolescente. Et puis la cohérence de ses idées Bien aussi. sûr, mais ça c'est venu plus tard. Mais bon, en tant que jeune fille de 14-15 ans, évidemment, le capitaine Sankara… Il était élégant, éloquent. Voilà, exactement. Il avait vraiment un charisme exceptionnel. Mais c'est le cas de beaucoup de personnages. Je m'en suis rendu compte plus tard. Très bien. Alors, Jennifer Richard, nous allons ouvrir la toute première rubrique de notre Cité des livres. C'est notre rubrique « Dis-moi ce que tu as lu ». Et exceptionnellement, dans le cadre de ce prix Ivoire, nous avons demandé à des auteurs habitués du prix Ivoire de nous dire, de nous raconter, de nous évoquer leurs souvenirs de lecture d'enfance. Il y en a plusieurs. Je peux peut-être mentionner un livre de Jules Verne, L'île mystérieuse, parce que dans mes souvenirs, c'était un très gros livre gris. Et, euh, et en fait, mes parents venaient dans ma chambre pour éteindre la lumière et je me rappelle avoir continué la lecture en cachette sous la couverture avec une lampe de poche parce que je voulais savoir qu'est-ce qui se passait à la suite. C'était vraiment, oui, je pense que c'est ça, l'île mystérieuse de Jules Verne. Alors, vous imaginez qu'il y en a plusieurs, hein. J'étais un fervent lecteur depuis l'enfance, mais on va dire que le livre qui m'a marqué quand j'étais petit, c'est Les Aventures de Sindbad le Marin. Sindbad le Marin, c'est un personnage de Mille et une nuits, et c'est un marin qui fait 7 voyages extraordinaires, jalonnés de plusieurs aventures. Donc, j'ai un très beau souvenir de cette lecture. J'ai commencé à lire très tôt, en fin de compte, tout document, tout papier que j'avais entre les mains. Et c'est le livre du Petit Prince qui m'a beaucoup touché et que j'ai beaucoup aimé. C'est un livre aérien, c'est un livre écrit par un pilote qui est Saint-Exupéry. D'ailleurs, par la suite, j'ai beaucoup aimé toute son œuvre. Au tout début de ce roman, sur l'une des premières pages, il n'y a que des citations. Des citations qui vont de Macron à Thatcher. Oui. Et un mot revient, la citation de Macron ouvre la liste de citations par « Nous sommes en guerre ». La même citation clôt ce long paragraphe de citation. Et il y a une autre citation qui retient l'attention, « Il n'y a pas d'alternative de Thatcher ». Pourquoi cette entrée-là dans le roman? Je suis très heureuse que vous posiez cette question, parce que vous êtes le premier à me la poser. Et il me semble qu'en effet, ça donne le ton. Exactement. En plus du titre, ça donne le ton. Eh bien, les personnes qui parlent… Parce que vous installez tout de suite le lecteur dans une tension. Il me semble. Et qui va se poursuivre jusqu'à la fin du roman, même si entre-temps, il y a beaucoup d'humour. Merci, merci de le souligner. Ces exergues, en fait, sont très importants parce que, vous avez remarqué, il n'y a que des Occidentaux qui parlent. Les Occidentaux sont en guerre. Voilà, nous le serions en permanence. Nous sommes en guerre, nous sommes en guerre. On l'a beaucoup entendu ces dernières années, mais ça fait en quelques décennies qu'on entend ça. Les États-Unis sont très souvent en guerre contre le mal. Mais et le mal, c'est les autres. Le mal, c'est toujours les autres. Voilà, l'ennemi, c'est toujours l'autre. Mais on est toujours l'ennemi de quelqu'un. Et l'Occident a cette tendance, qui est donc une de mes recherches favorites, c'est-à-dire c'est pour ça que l'impérialisme m'intéresse. C'est toujours le pouvoir impérialiste qui est en guerre, qui se crée des ennemis. Une fois qu'il a tué un ennemi, ça ne suffit pas, il faut en trouver un autre. Et en fait, l'impérialisme ne survit que parce qu'il se crée des ennemis. Donc cette première page donne le ton. Et parfois même… il arrive même à en créer lui-même. Il les crée, il les finance. Il crée des monstres, ensuite il les éradique et il en cherche d'autres. Exactement. Ouais. Alors, venons-en à ce choix d'Ota Benga. Figure importante de ce roman, c'est Ota Benga qui convoque cette grande amicale des insurgés. Et pourquoi Ota Benga? Est-ce que vous pensez qu'il raconte mieux la nature de cette relation entre l'Afrique et ce que je vais appeler le reste du monde? Ota Benga, pareil, c'est une rencontre tout à fait fortuite dans un guide touristique.
sur New York qui indiquait que cette personne, Otabenga du Congo, avait été enfermée dans la cage des singes en 1906, après avoir été exposée à l'exposition universelle de Saint-Louis en 1904. Donc c'est une personne arrachée à ses origines, à sa culture, qui a vécu une vie absolument abominable, mais qui a aussi été le lien entre ces trois continents, Afrique, États-Unis, Europe. Exact. C'est pour moi le symbole de l'humanité la plus basse aux yeux des autres populations. En termes économiques, encore une fois, c'est vraiment ce qu'on peut faire de moins intéressant économiquement. Un pygmée de la forêt d'Ituri à cette époque. On expose comme un objet de Exactement, qui occupe une forêt qu'on a envie d'exploiter, qui est sur un sol plein de minerais qu'il faut chasser, qu'il faut exterminer. Donc le pygmée pour moi est cette figure absolument sacrificielle. D'ailleurs Otabenga se suicide en 1916 à l'âge de 33 ans, ce qui n'est pas du tout qui n'est pas du tout adéquat pour sa culture. Ça n'a absolument rien à voir avec la culture. Donc Otabenga est un navire littéraire qui nous fait voyager et qui convoque toutes les personnes qui ont voulu lutter contre ce qui l'a tué finalement. L'impérialisme, la recherche du profit, la cupidité et puis l'hypocrisie toujours des pouvoirs. Ce roman est, je vais dire, est historique, il est politique, il est très engagé, mais quand je dis engagé, il n'est pas engagé que pour une cause. C'est mon avis. Il est engagé dans le sens qui nous aide à mieux nous rendre compte, et occidentaux et africains, de nos propres turpitudes. Et je pense que c'est aussi autour de cette turpitude que s'est construit ce grand roman. Je ne sais pas si je me trompe. Vous ne vous trompez pas parce qu'il y a une figure qui est importante, qui est Samuel Doe, qui fait peur à tout le monde dans l'Assemblée. D'ailleurs, Jean Jaurès, en effet, ne sait pas qui est cette personne en treillis, lunettes noires, qui effraie tout le monde, qui est très nerveux. Samuel Doe illustre en effet les turpitudes de certains pays africains et nous dégage complètement d'une problématique raciale qui n'est pas du tout ma problématique, puisque Samuel Doe était le premier président d'origine africaine du Libéria. On vient de voir l'élection du 3e président d'origine africaine il y a quelques jours, Serge Boakai. Donc c'était exceptionnel. Tous les autres présidents au Libéria ont créé une caste d'Américains qui ont exploité leurs anciens frères africains. Donc c'est pour prouver, ce personnage prouve qu'on se retire des questions raciales. On est dans les questions économiques et politiques, mais on est quand même dans la littérature parce que j'essaie quand même d'amuser et de prendre le lecteur. Voilà. Et à cette réunion de l'amicale des insurgés, ils ont pratiquement tous été assassinés. Tous. Et c'est tellement drôle, chacun vient raconter son assassinat et les motifs de son assassinat. En prenant, en mettant dans la bouche d'un certain nombre de ces personnages des citations, est-ce que vous dites à chaque fois, parce que tout le temps, ce n'est pas des citations réelles, souvent. C'est imaginé, mais vous imaginez les citations en vous mettant dans la peau et aussi un peu dans leur esprit. Ils auraient peut-être pensé cela. Est-ce que c'est aisé de faire cet exercice de création quand on écrit un roman? Non, c'est pas aisé, mais c'est vraiment l'intérêt, la passion. Enfin, c'est très cliché de dire ça, mais il se trouve que vraiment, je me suis prise au jeu. Et puis c'est tellement vraisemblable. On se dit oui, il aurait pu dire. Mais bien sûr, parce que j'ai lu tous les discours, dans la mesure où ils ont été écrits et publiés, j'ai lu les discours de tous ces personnages, leur biographie, et je me suis dit, sur cette question, je sais qu'ils pensaient ça. Donc, et je sais que l'autre, je sais Thomas Sankara, par exemple, avait une énorme admiration pour Che Guevara. Je sais qu'il s'inspirait de Gandhi, donc ces personnages vont parler de ça. Je sais qu'Abraham Lincoln était républicain, que Kennedy était démocrate et que si Lincoln avait su que plus tard Kennedy allait attirer à lui tous les admirateurs des droits de l'homme, il se serait retourné dans sa tombe. Donc d'ailleurs, c'est ce que je lui fais faire. Et Nate Turner et John Brown, qui sont l'un esclave, l'autre blanc d'une plantation, vont tous les deux avoir des actions terribles à coups de sabre. Ils vont aller tuer les esclavagistes. Ils sont pendus tous les deux, ils ne se sont pas connus. Ils sont nés la même année dans le même état, 1800, en Virginie. Ils ont tué des esclavagistes à coups de sabre, ça a été abominable. Il y en a un qui a été pardonné, Nate Turner. John Brown a été pendu fait pendre par le président Lincoln, défendu par Victor Hugo. Enfin voilà, tout ça est une émulation folle. Donc moi, j'étais euphorique en découvrant tout ça. Donc oui, c'est difficile, il faut chercher, il faut lire. Mais quel plaisir! C'est très passionnant.
Merci. Très passionnant, très passionnant. Avant de poursuivre notre entretien avec la lauréate du prix Ivoire 2023, Jennifer Richard, je vous propose à nouveau, avec nos auteurs qui ont une histoire avec ce prix Ivoire, notre deuxième rubrique, le livre qui vous a marqué. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de livres qui m'ont marqué, hein. Peut-être s'il faut vraiment retenir que 2 livres, je retiendrai L'écume des jours de Boris Vian, qui m'a donné envie d'écrire à cause de sa façon très particulière d'écrire, de prendre les choses au pied de la lettre, très très rigolote pour un adolescent que j'étais à l'époque. Et le deuxième, ce serait peut-être Sony Laboutancy, avec tous ses livres, qui m'a donné la rage de continuer. Très bien. Parce que c'est toujours pareil, l'envie d'écrire, ça peut venir, mais continuer, c'est plus difficile. Et je crois que Sony Laboutancy m'a donné cette rage de continuer. Alors, 2 livres qui m'ont marqué jusqu'à changer de regard. Alors, il y en a énormément. Je pense que l'être humain se construit au fur et à mesure de ses lectures. Après, il y a des lectures qui marquent plus que d'autres, mais au point de changer radicalement de regard, ça ne me vient pas. Mais en tout cas, il y a un livre qui est très important pour moi, qui est mon livre de chevet, qui s'appelle L'Oiseau d'Orient, d'un auteur égyptien qui s'appelle Tawfiq al-Hakim. Et en fait, c'est l'histoire d'un jeune homme qui part faire des études à Paris, des études de droit qu'il laisse tomber au profit d'une déambulation artistique dans la capitale parisienne. Et un autre livre qui est important aussi, je pense, qui m'a marqué quand j'étais jeune, c'est La peste d'Albert Camus. Alors, moi qui ai beaucoup lu et qui aimais beaucoup lire, en fin de compte, je lisais tout ce que je trouvais dans les bibliothèques. Et j'avais la chance d'avoir des écoles ou des pensionnats où il y avait beaucoup de livres. Donc les autres livres qui m'ont touché par la suite, c'est Le Prophète de Gibran Khalil Gibran. Et puis L'étranger d'Albert Camus. Voilà, ce sont des livres qui m'ont un peu plus âgés, qui m'ont accompagné. Et toutefois, je continue à lire Le Petit Prince, toutes les 5 ans, parce qu'on a une interprétation différente à chaque période d'âge de ce livre-là. Voilà, donc, et tout ça crée dans notre tête un monde féerique qui contraste par rapport au monde réel. Alors, toutes les histoires que raconte ce roman tournent autour de 2 idées, à mon humble avis. L'exploitation, le pillage des ressources du continent par ceux-là même qui ont supposé lui apporter... On affirmé lui apporter, tout à fait. On affirmé lui apporter la civilisation. Et en même temps, ce roman nous interroge, nous Africains, sur ce que nous faisons peut-être aujourd'hui même, de ce qu'on a voulu faire de nous. Et donc, je dois le dire très sincèrement, qu'on ne vous fasse pas un procès en complaisance. Ce n'est ni contre les Africains, ni contre les Occidentaux, mais c'est un roman essentiel, à mon humble avis. Et d'où ma question, comment a-t-on reçu en Occident ce roman? Ah, vaste question. En fait, c'est vrai que je n'ai pas de complaisance envers qui que ce soit, mais je me suis amusée à faire quelque chose. À la fin, quand j'avais ma liste d'invités à peu près complète, j'ai fait un tableau. J'ai fait un tableau pour voir à quel âge ils étaient morts, à quel âge on les avait assassinés tous. Eh bien, figurez-vous que sur, mettons une 50aine d'invités assassinés pour des idées anti-impérialistes, grosso modo, on arrive à l'âge de 48 ans. Donc, voilà, rendez-vous compte que l'espérance de vie d'un anti-impérialiste est de 48 ans. Je me suis dit ça et je me suis dit, être un chef d'État africain, être un militant
africain, un intellectuel engagé africain, c'est très dangereux. C'est beaucoup plus dangereux que d'être un président européen ou d'être un écrivain engagé européen. Engagé européen comme je le suis moi, c'est-à-dire on est dans son bureau, on est au chaud avec le chat sur le clavier, tout va bien. Moi je me positionne mais je ne suis pas engagé. Les gens engagés, ils risquent leur vie. Ouais. Les chefs d'État africains, ils risquent leur vie. Surtout ceux qui ont osé dire non. Ceux qui ont osé dire non. Donc quand on entend en Occident, oui, on entend ça parfois. Ouais. Oui, mais pourquoi tel ou tel pays ne se prend pas en main? Mais parce que s'ils se prennent en main, ils se font tuer en fait. Sinon, il faut trouver des alliances très subtiles, comme font les pays, très subtiles, avec des pays occidentaux pour essayer de trouver sa voie. Donc c'est très délicat. Donc j'ai pas de complaisance, mais en fait ce que je dénonce tout de même, moi ce qui me tient à cœur, parce que moi je suis française, je suis aussi américaine, donc je viens quand même de deux pays qui sont particulièrement arrogants, qui ont parfois culturellement des raisons de l'être, mais en termes de politique, je ne pense pas. Et ces deux pays ont des discours qui ne correspondent pas à leurs actions. Et en tant que citoyenne, mon rôle, moi, c'est de dire, d'ouvrir des fenêtres avec ce livre, avec ce que j'écris. Regardez, on vous dit ça, mais en fait, on fait ça. Et ça fait des centaines d'années que ça dure. Ça fait des centaines d'années qu'on utilise le même vocabulaire pour les mêmes actions. Donc arrêtez de dire oui à tous ces jolis mots que les gouvernements vous donnent pour faire des actions qui oppriment d'autres personnes. Et qui oppriment même notre propre peuple en Occident. Alors, je vais rebondir sur ce que vous disiez à l'instant. Comment alors concevez-vous le rôle d'un écrivain? Est-ce qu'il doit être engagé? Je sais très bien que j'ai une position assez particulière parce que je parle peu de littérature. Vous avez remarqué d'ailleurs, vos questions sont très politiques aussi. J'ai pourtant vraiment pris un plaisir énorme à écrire et à trouver des chapitres. Et je dois dire, ce n'est pas qu'un roman politique. Non, bien sûr. Dans ce livre, il y a d'excellents passages de littérature en pur bonheur d'écriture. Et donc, je peux vous en lire toute une tonne. Hein. Franchement, tellement bien écrit. Ça me fait plaisir que c'est pour aller dans le sens, dans le même sens. C'est de la littérature. J'aime la littérature. Moi, je suis venue en fait à la politique par la littérature. Les essais politiques sont compliqués à aborder, mais il y a des penseurs qui ont une langue magnifique. Rosa Luxembourg, qui est la seule femme de cette assemblée d'intellectuels assassinés, a une plume merveilleuse et elle parle de poésie en étant incarcérée. Et voilà, moi je ne suis pas engagée, je trouve que c'est un terme trop fort. Pour échapper à ce tragique destin. Exactement, la liberté, elle est par-delà les murs, elle voit un oiseau se poser sur le rebord de sa fenêtre. D'ailleurs, Malcolm X, lui, ne comprend pas, parce que de sa prison à lui, il n'a jamais vu un oiseau. Donc il ne comprend pas pourquoi il y a des prisons si différentes. Mais toujours est-il que je m'amuse à écrire, j'aime la littérature, je suis baignée dans la littérature depuis toute petite. Mais ce qui m'a amenée à la littérature, c'est les récits de guerre. Donc moi, s'il n'y a pas vraiment une dénonciation de quelque chose de fort, d'un événement fort qui nous concerne tous, et pas juste la narration d'un divorce, d'une psychanalyse, de choses comme ça du quotidien, bon, c'est mon affinité, mais c'est très personnel. J'aime bien donc ces rencontres outre-tombe, entre ces différents personnages qui profitent de ces rencontres-là pour se régler aussi de vieux comptes. Malcolm X, Martin Luther King. J'ai trouvé ça très beau, mais en même temps amusant. Mais en même temps, cela nous parle de ce qu'ils ont légué aujourd'hui aux Noirs des États-Unis. Bien sûr. Si je puis me permettre, c'est intéressant ce conflit, parce que c'est vrai en fait, je les fais se rencontrer, je fais prolonger un dialogue qui a été entamé à leur fin de vie. Alors ils sont morts au même âge, ils sont morts à 39 ans, tous les deux, à 3 ans d'écart, mais Martin Luther King s'est radicalisé à la fin de sa vie, Malcolm X s'est adouci en fait, donc ils se sont rejoints, ils se seraient rejoints de manière très dangereuse pour le gouvernement américain s'ils avaient vécu plus longtemps. Martin Luther King, selon moi, n'est pas mort pour la lutte pour les droits civiques, puisque finalement, après sa mort, les lois, même de son vivant, les lois ont été votées pour mettre vraiment fin officiellement à la ségrégation. À mon avis, il est mort parce qu'il a prononcé un discours contre la guerre au Vietnam. Et ce discours, il l'a prononcé 1 an, jour pour jour, avant son assassinat. Donc moi, en tant que romancière, vous me disiez tout à l'heure, est-ce que je suis plus libre? Je suis plus libre parce que, en tant qu'essayiste, je ne pourrais pas dire ça. En tant que romancière, je dis attention, il est mort 1 an après ce discours précis qui accusait les États-Unis d'être des impérialistes.
Et là, il avait tout le monde derrière lui. Il avait les Noirs et les Blancs. Et là, il devenait beaucoup plus dangereux que 5 ans auparavant. Et pourquoi avoir choisi ces intervalles de date 1800, 2000, non, 1896, 1916, 1800, 2022. Ah oui, sur le carton d'invitation. Sur le carton d'invitation. Oui, j'avais oublié ce petit détail parce que la narration d'Otabenga commence en effet en 1896 et se termine en 1916. C'est la bataille de Tabora pendant la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale a lieu aussi en Afrique. Les Européens tendent à l'oublier. Et puis il y a la narration dans l'outre-tombe, comme vous disiez, où Otabenga a convoqué cette assemblée. Et là, ça se termine en 2022, puisque c'est le moment où j'ai arrêté d'écrire. Mais ça continue encore aujourd'hui. Très bien. Alors, qu'avez-vous de panafricaniste en vous? Je pense que Alors, je fais toujours attention à ne jamais prendre la place des auteurs africains, dont je découvre la diversité, la richesse depuis... Dans tous les cas, vous êtes la bienvenue. Mais c'est gentil, merci. Mais je découvre cette richesse depuis peu, en fait, depuis les recherches que je fais. Et j'étais trop focalisée sur l'Europe auparavant, l'Europe et les États-Unis. Et je découvre vraiment des amis, déjà. Je lis mes amis, dont certains sont d'anciens lauréats du prix d'Ivoire. Voilà, donc c'est les idées, en fait. Ce sont les idées qui me lient. Blaise est un grand ami, effectivement. Samy Tchak est un ami, Armand Gauze est un ami. Donc, et puis j'ai rencontré Frédéric Gramel hier soir, c'était merveilleux. Belle rencontre. Donc voilà, je découvre des choses au fil du temps. J'ai perdu du temps, je vais me rattraper. Mais je pense que ce sont vraiment les idées, plus qu'une histoire de diaspora, d'afrodescendance. Ma mère est guadeloupéenne, c'est très différent de l'Afrique. Quand je vais en Guadeloupe et quand je viens ici, je ne vois pas de rapport, en fait. Je le vois parce que je suis bien accueillie dans les deux cas, mais pour moi, ce sont deux cultures très différentes. Donc, mon lien, il est vraiment uniquement, c'est très important. Il y a un lien. Il y a un lien, bien évidemment, mais pour moi, il est très ancien, ce lien. Tout à fait, mais aujourd'hui, le lien, il est intellectuel, spirituel et sentimental de plus en plus. Alors, avant de refermer cette émission, nous avons posé à nos auteurs et amis du prix Ivoire pour qui et pourquoi écrivent-ils? J'écris avant tout pour moi et j'écris pour aller mieux. L'écriture pour moi revêt une sorte de catharsis, c'est quelque chose qui me permet d'aller mieux, d'évacuer des colères, des angoisses, des mécontentements de ce que je peux voir et constater dans la vie de cette humanité. Et donc j'écris avant tout pour moi et j'écris pour aller mieux. Voilà. Pour me comprendre et me mettre au clair par rapport à une question donnée, à un thème donné. Alors, évidemment, j'écris aussi pour être lu. D'abord par mes enfants, j'écris pour mes enfants. S'ils chercheront à connaître... Bon, pour l'instant, ils ne me lisent pas trop. Hein. Je suis le dernier de leurs soucis. Et puis après, pour le reste du monde, pour dire que j'existe. Parce que les choses sur lesquelles j'écris, moi j'écris principalement sur mon pays. Je pense que l'histoire d'un petit pays mérite aussi de figurer dans l'histoire du monde. Donc j'espère contribuer à cela. Moi, personnellement, c'est un devoir de mémoire. Ça veut dire que j'avais envie de laisser la mémoire de quelque chose. Et après avoir beaucoup lu, à un moment donné, on a envie de s'exprimer sur le monde et sur les événements du monde. Et c'est pour ça qu'on commençait à écrire. D'autant plus, j'ai eu une grand-mère qui avait beaucoup de savoir et de connaissances. Et quand on était petit, on l'écoutait à peine, mais qui m'a beaucoup touché, beaucoup impressionné. Et qui par la suite, après sa disparition, du coup, je me suis rendu compte qu'elle aurait dû écrire pour laisser tout son savoir. Et c'est un peu
cette situation qui m'a dit qu'il fallait absolument laisser la trace. Nous sommes sur cette terre pendant une durée de temps et les gens, bon, il y a divers types d'hommes. Nous sommes plus tournés vers les problèmes universels et donc on a un esprit, un regard qui cherche vraiment à comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est comme ça. L'humanité a un potentiel énorme, mais malheureusement souvent elle le gâche par les guerres, par les divisions et par la haine qui peuvent implanter entre les hommes. C'est la dernière partie de notre échange. Jennifer Richard, je vais vous poser la même question que j'ai posée à nos autres amis auteurs, qui sont, je vais dire, vos collègues, vos amis aussi. Pourquoi et pour qui écrivez-vous? Maintenant, je peux vous répondre. Maintenant, je suis capable de vous répondre ce que je n'aurais pas fait aussi bien il y a quelques années. Le premier volet, Il est à toi ce beau pays, j'avais l'impression d'écrire pour tout le monde. Ouais. Et des lecteurs, surtout des lectrices africaines et d'origine africaine, mais vivantes en Europe, m'ont fait la remarque, mais on n'entend pas les voix africaines dans ton roman, en fait. Donc, tu parles à l'Europe, en fait, tu t'en rends pas compte. C'est pas une obligation aussi. Exactement. Déjà, je fais ce que je veux, c'est moi l'auteur. Ben voilà. Mais quand même, je me suis dit, elles ont raison, et je ne m'en rendais pas compte. J'aurais écrit le livre de la même façon si je l'avais su. Néanmoins, j'avais en tête celui-ci, Notre royaume n'est pas de ce monde, et je savais très bien qu'à ce moment-là, avec les années 60, l'écriture allait marquer beaucoup de pays africains, avec des discours. On revient à Thomas Sankara. Ouais. Les discours de Thomas Sankara sont percutants. Mais déjà, Aimé Césaire. Aimé Césaire, bien évidemment. Ouais. Mais il n'est pas dans l'histoire. Ouais. Voilà, il n'a pas été assassiné, Dieu soit loué. Mais voilà, ces discours-là sont arrivés tardivement avec une façon dont tout d'un coup les Africains, les militants, les intellectuels et les chefs d'État se sont saisis de l'écrit pour combattre à leur tour. Et puis de façon aussi tout à fait militaire et guerrière, mais d'abord par la plume. Donc c'est venu après. Et maintenant, j'espère vraiment écrire pour tout le monde, puisque comme je vous dis, des liens forts m'unissent maintenant à des auteurs africains. Et pour certains, je leur fais lire mes textes pour savoir qu'est-ce qu'ils pensent de tel personnage. Est-ce que j'ai pas un traitement trop marqué par ma culture occidentale et européenne? Est-ce que j'ai réussi à me décentrer? Ce qui est vraiment important pour un auteur, d'avoir conscience que s'il ne se décentre pas, avoir conscience de sa position d'écriture. Qu'est-ce que vous lisez vous-même? Alors moi, je lis beaucoup d'essais politiques, mais à connotation lyrique, comme je vous ai dit, avec Rosa Luxembourg, Martin Luther King aussi, a écrit des très beaux discours. Je lis beaucoup de livres d'histoire et je lis beaucoup de récits de guerre, de récits d'enfermement. Et je lis de la littérature classique, j'adore la littérature russe, la littérature allemande, parce que j'habite en Allemagne, donc j'ai aussi découvert toute cette littérature qui est très marquée aussi par la politique et l'histoire, puisqu'ils ont aussi des choses à régler, comme vous savez. Je lis un peu de tout, mais j'essaie vraiment de lire des choses qui m'ancrent dans une culture historique. Et que peut la littérature? Que peut la littérature? Ah là là, je ne sais pas. Je pense que la littérature doit nous soulager, doit nous donner espoir, doit nous permettre pendant un temps d'échapper aux tourments du monde et peut-être pas de nous en couper complètement, mais moi la littérature ne me fait pas forcément rêver, ne me divertit pas. Moi je ne cherche pas le divertissement et je ne cherche pas à me divertir, je comprends qu'on le fasse, mais moi je cherche à être choquée en fait. Donc peut-être que la littérature doit provoquer des chocs esthétiques ou spirituels, politiques, mais vraiment vous réveiller en fait. Et votre prochain projet d'écriture? Mon prochain projet d'écriture est entre les mains de mon éditeur. Donc je vais y retravailler dans quelques temps, dans quelques semaines. En rentrant chez moi, je vais me pencher sur les corrections. Et c'est un livre sur les combats superficiels que beaucoup de personnes mènent contre le racisme, contre le sexisme ou l'antisémitisme. Alors que selon moi, un danger nous guette tous. Ce ne sont pas des sujets superficiels. Alors, ce ne sont pas des sujets superficiels, mais ils sont traités de manière superficielle. Et pour moi, ce sont des symptômes d'une maladie. Tout à fait. Ce ne sont pas la maladie, ce sont vraiment les symptômes de la maladie, qui pour moi est économique. Et ce qui va tous nous concerner,
Et on va bientôt voir qu'en fait, peu importe la couleur, le sexe, ce qui va tous nous concerner, c'est notre liquidation totale par le biais de la numérisation de l'humanité. Donc c'est mon thème. Donc bien évidemment, je ne dis pas que ces choses-là n'existent pas, mais je pense que ça cache un peu trop ce qui nous guette tous. Demain vous inquiète alors? Oh, moi je ne suis pas très inquiète, mais je suis peut-être un peu fataliste et je me dis advienne que pourra. Les idées vont perdurer, comme disait Thomas Sankara, on tue un homme et on ne peut pas tuer ses idées. C'est vrai. Jennifer Richard, merci. Merci à vous. Merci de nous avoir reçus et bon retour en Allemagne. Ah, chez s'il vous. faut vraiment rentrer. Merci. Merci.